Bienvenue dans le Flow Conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flow à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flow, tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Flow Conscient. Alors, comme le titre de l'épisode l'indique, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un mot, un mot que je trouve puissant, un mot que j'expérimente depuis peu, que je peux parfois trouver galvaudé et surtout mal compris. Je veux parler aujourd'hui de la sororité. Alors la sororité c'est un mot qui parle d'alliance entre femmes. C'est un mot qui tire son origine du mot sœur, mais c'est un mot qui touche bien plus profondément à la sécurité intérieure, selon moi, à la guérison collective et à ce que ça signifie vraiment que de s'élever ensemble. Et j'ai eu envie d'enregistrer cet épisode parce que j'expérimente de plus en plus une réelle solidarité entre les femmes qui font partie de mon entourage. C'est assez récent. Ça m'arrive de vraiment ressentir, presque comme si c'était quelque chose de palpable, le soutien de mes amis ou des femmes qui font partie de mon entourage. Et moi, j'essaye aussi à mon tour d'être une supportrice hors pair, une supportrice de qualité pour mes amis et mes connaissances. Mais vraiment, j'insiste, c'est tout nouveau, c'est très récent, c'est vraiment une expérience qui est vraiment toute fraîche dans ma vie. Parce que jusqu'il y a peu, quand il s'agissait de mettre la lumière sur une autre femme, ça me donnait l'impression de m'éteindre moi à son profit. Tu vois, c'est comme s'il y avait qu'un seul spot et que le spot, il pouvait pas être dirigé sur deux personnes en même temps. Donc s'il est dirigé sur l'autre, forcément c'est que moi je suis dans l'ombre. Ça pouvait aussi me générer une très grande insécurité. Et puis ça réveillait en moi le classique, du coup, ils vont tous se rendre compte qu'elle est mieux que moi. Ça me renvoyait à mes complexes. Dans le milieu professionnel, ça m'a renvoyé à mon syndrome de l'imposteur. Ou dans la sphère privée, ça pouvait me renvoyer aussi à la peur de l'abandon, dans le couple notamment. Et ça, en fait, depuis quelques mois, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai changé ou s'il y a eu des déclics systémiques depuis quelques années, sans reparler des différents scandales et des différents sujets là, qui secouent notre société vraiment sur le rapport homme-femme, sur les violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, qui sont endurées et qui ont longtemps été tues par les femmes. Donc je ne sais pas si c'est une question de déclic systémique, mais qui se sont faits, mais je trouve que cette comparaison, ça me semble un peu moins présent en ce moment. Ça me semble un petit peu moins présent et franchement, quel bonheur, parce que voilà, c'est quand même beaucoup plus serein comme environnement quand on n'a pas ce type de problématique à gérer. Alors finalement, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Parce que la sororité, c'est pas juste, tu imagines bien, être sympa entre filles, d'accord ? C'est pas juste ça. C'est pas avoir des copines. Quand on parle de sororité, on peut parfois penser à une espèce d'ambiance comme ça, un peu enveloppante, un peu douce, une soirée pyjama bienveillante. Aller chez les adultes, on dira des cercles de femmes, communauté de femmes, puis soirée pyjama. Et c'est vrai parce que ça peut être ça. Ça peut être ça la sororité. Ça peut être des espaces tenus par des femmes où on se déverse, on exprime ses peurs, ses blessures, et d'autres femmes reçoivent ça avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup de douceur. Mais on est d'accord que la sororité, c'est pas juste être gentille ou solidaire. Moi, je crois que la sororité, c'est un choix profond. C'est celui de sortir
ont fait le choix de sortir de la compétition, de l'envie et du jugement. Et ça, c'est tout sauf facile. Parce que cette compétition-là, on ne l'a pas inventée. Moi, je crois qu'on ne l'a pas inventée, on l'a intégrée plutôt. On l'a intégrée et on l'a intégrée sans s'en rendre compte. Ces schémas de pensée, ça touche à des dynamiques sociales, à des dynamiques culturelles, psychologiques, historiques, qui sont hyper complexes. Si tu veux, là, je vais te donner, comme ça, quelques pistes d'explication, sans dire qu'on va plonger dans l'histoire, mais je te donne quelques pistes d'explication pour comprendre pourquoi certaines femmes se retrouvent finalement en compétition entre elles et pourquoi la sororité, ce lien donc de solidarité, mais on a vu que c'était pas que ça, ce lien de solidarité entre femmes, pourquoi il peut être difficile à vivre ou à intégrer. Alors je dirais que d'abord, la première raison, c'est qu'il y a eu et il y a encore un conditionnement culturel et patriarcal. Le patriarcal s'appuie sur une chose très simple, diviser pour mieux régner. Pendant des siècles, les femmes ont été reléguées à des rôles subalternes et mises en concurrence les unes avec les autres pour l'attention et la protection ou l'amour d'un homme. Le mariage, le statut social, la sécurité matérielle. Parce que sans cette sélection maritale-là, les femmes restaient vivre chez leurs parents, sans perspective d'émancipation. Elles restaient finalement la fille de quelqu'un. Alors à l'époque, être la femme de quelqu'un, c'était pas tellement plus enviable, moi c'est mon avis, parce que quand je parle de cette époque, je parle d'avant les années 60, avant les années 70, mais pas le droit de vote, pas le droit d'avoir un compte bancaire nominatif, les femmes ne pouvaient pas être propriétaires. Donc, on était femme d'eux, mais c'était pas hyper enviable. Mais ça y est, la petite graine, elle avait été plantée, puisqu'on avait été mises en compétition les unes avec les autres pour obtenir la validation d'un homme et être choisie pour devenir l'épouse. Pas que l'épouse, aussi pour devenir la mère, la maman, celle qui aura le droit de donner la vie, d'avoir une descendance. Finalement, celle qui est suffisamment, attention, guillemets ouverts, celle qui est suffisamment bien pour pouvoir porter la future génération. Hey, ben oui, c'était une grosse responsabilité ça. Donc qui dit grosse responsabilité dit position enviable, dit lutte pour obtenir ce qui pourrait sembler être une forme de pouvoir ou de supériorité. Finalement, c'est rien d'autre que du marketing de rareté, parce que seuls les meilleurs sont choisis par les hommes. Marketing de rareté. Alors, ça c'est ok. C'est ok, c'est dit, et on voit bien que ça correspond à un modèle qui n'est sans doute plus tout à fait d'actualité. Mais justement, puisque ce modèle il semble révolu, pourquoi est-ce que ça existe toujours? Pourquoi est-ce qu'on ne s'affranchit pas de ça? Les femmes d'aujourd'hui, elles se battent plus vraiment pour devenir l'épouse d'un tel ou d'un tel. Et par ce mariage, élever leurs conditions, elles attendent plus ça, les femmes. Les femmes, elles gagnent elles-mêmes leurs conditions pour la plupart. Elles ont un travail, elles ont un compte bancaire, elles peuvent être propriétaires. Elles peuvent même faire des enfants toutes seules. Mais si c'est si vrai que ça, si c'est si vrai que ça que les femmes sont devenues les égales des hommes et qu'elles sont à ce point-là indépendantes, pourquoi ça existe encore? Alors là, je vais te donner un exemple. Les femmes, alors c'est un chiffre que j'ai trouvé sur le site de l'INSEE. Les femmes, on pourrait se poser la question si les femmes sont autant propriétaires que les hommes. Ça, c'est ce que je suis allée chercher. Eh bien, figure-toi que pas du tout. Les chiffres sont sans appel. C'est-à-dire que les femmes sont bien moins souvent propriétaires que les hommes. Et lorsque, au sein d'un couple, il y en a un seul des deux qui est le propriétaire de l'appartement ou de la maison, il s'agit de l'homme dans 27% des cas, contre seulement 15% pour les femmes. Donc finalement, on pourrait quand même se laisser aller à dire que sur certains points, les femmes, elles continuent d'attendre, ou à certains endroits, elles ont objectivement besoin de la présence d'un homme pour pouvoir élever ou
stabiliser leur niveau de vie. D'où finalement cette compétition pour la sélection qui est toujours un peu en embuscade en fait. Donc ça, c'était la première raison, c'était vraiment l'influence du patriarcat. Je dirais aussi en deuxième raison que ce qui va jouer, et c'est sans doute, ça découle sans doute du patriarcat, mais ce qui va jouer pour dire que la sororité est difficile à intégrer et difficile à trouver, c'est la rareté perçue, la rareté imaginée des places dans le monde professionnel. On le sait que dans les sphères de pouvoir, travail, politique, sport, etc., les femmes, elles ont été, elles sont encore une minorité. Et ça a pu créer une impression qu'il n'y avait pas de place pour toutes. Il n'y a pas de place pour tout le monde, mais encore moins pour toutes les femmes. D'où une forme de rivalité inconsciente. Finalement, on sait qu'à profil similaire, et dans certains secteurs plus que d'autres, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est de moins en moins vrai, mais quand même, à profil similaire, on sait qu'un homme sera choisi au profit d'une femme sur un poste. Donc, pour décrocher cette minuscule chance d'être embauchée, une femme va être en concurrence avec un homme et avec d'autres femmes. Évincer la concurrence féminine semble souvent plus facile à faire. Et donc, on va commencer par là. On va commencer à se mettre des bâtons dans les roues entre nous pour espérer faire partie d'une espèce de shortlist qui nous mettra, de toute façon, en concurrence possiblement avec un profil masculin qui, de fait, aura, dans tous les cas, plus de chances d'être embauché. C'est quand même dingue. Et puis je pourrais évoquer encore une autre raison qui est la présence, la représentation dans les médias, dans l'art, dans le cinéma, etc. Il y a beaucoup de récits qui véhiculent l'idée dans le cinéma, dans les séries, télé, etc. Il y a beaucoup de récits qui véhiculent l'idée de la méchante fille versus la gentille fille. Où on va mettre en évidence la rivalité entre femmes pour un homme. Ça, tous les téléfilms de l'après-midi en sont truffés. Je dirais que la rivalité la plus connue dans l'art, dans la culture, dans la spiritualité, la rivalité la plus connue, c'est sans doute celle d'Ève et de Lilith. Alors si jamais tu connais pas l'histoire de Lilith, je t'invite vraiment, le mythe de Lilith, je t'invite vraiment à lire. C'est une histoire très intéressante et je trouve que c'est une histoire qui d'empouvoirment pour les femmes qui est hyper intéressante à lire. Lilith, en fait, je te fais court, mais t'iras voir. Lilith aurait été la toute première femme d'Adam. Et Lilith n'aurait pas été créée à partir d'une des côtes d'Adam, comme on le pense pour Ève, mais bien en même temps qu'Adam, par Dieu. Donc Adam et Lilith ont été créés en même temps. Et elle, Lilith, elle est consciente de son pouvoir. Elle est consciente de son pouvoir et on l'a dit un peu téméraire et sans doute un peu trop rebelle. Du coup, elle finit par être bannie. Et ensuite, qu'advient-il de Lilith une fois qu'elle a été bannie? Elle serait devenue la femme de Satan. Et pendant ce temps-là, on donne à Adam une femme douce et docile, faite à partir d'une de ses côtes, qui est Ève. Mais cette rivalité entre la rebelle Lilith et la douce Ève, elle continue d'exister, puisqu'il y a certains récits qui nous racontent que le serpent, qui serait en fait une incarnation de Satan, aurait été envoyé par Lilith pour inciter la gentille Ève à commettre le péché et provoquer ainsi une punition au moins aussi terrible que celle qu'on lui avait infligée à elle en fait. Donc ça nourrit un imaginaire qui est conflictuel, qui est compétitif, entre femmes, hostile et pas du tout solidaire, À aucun moment, Lilith et Ève ne s'associent avec leur pouvoir pour trouver un autre chemin, une autre voie. Non, jamais. Dans ce même domaine,
toujours aujourd'hui, hein, domaine de l'art, de la culture, du cinéma, ce qui est encore de notre responsabilité aujourd'hui, c'est la comparaison hyper malsaine qui est provoquée par les faux semblants sur les réseaux sociaux. Les femmes qui réussissent, qui sont sportives, qui sont des super mamans accomplies, qui vivent dans de beaux endroits ou qui font des voyages magnifiques, ça sur Instagram, eh ben ça va attiser une forme de convoitise. Alors moi je pense, honnêtement, c'est mon point de vue, qu'être envieux, moi vous savez je regarde toujours ce qu'on appelle un défaut ou ce qu'on pourrait appeler un trait de caractère négatif, je le regarde toujours sous son angle de ok mais qu'est-ce que ça peut apporter. Et en fait envieux c'est pas, quand tu dis de quelqu'un qu'il est envieux c'est rarement un compliment, hein. Mais moi je pense qu'être envieux ça peut être intéressant, ça peut le devenir si la réponse que tu formules c'est de te bouger les fesses pour obtenir toi aussi ce truc qui te fera dire « Waouh, ça y est, mais moi aussi, je vis cette vie rêvée, j'ai le droit à des choses extraordinaires, c'est super. » Mais si, en regardant ces images, tu envies, je rappelle, toute petite parenthèse, je rappelle que les images qu'on voit sur les réseaux sociaux ne sont en rien le reflet de la réalité, évidemment. Je pense qu'il faut d'abord commencer par faire un travail il faut défusionner avec ce qu'on nous montre, hein, avec ce que tu vois, et il faut quand même garder un esprit critique. Hein. Mais si quand tu vois ces images-là, ça te frustre, ça te donne envie de dénigrer la personne qui publie ces images, ben ça va pas. Ça va pas parce que tu entres dans une sphère négative, ça va te renvoyer à tes peurs, à tes insécurités. Alors ok, hein, c'est ok. C'est ok que ça vienne temporairement remettre la lumière sur tes blessures personnelles. C'est ok. Parce que ça, on le sait, et parfois, hein, quand on se retrouve à bitcher un peu sur d'autres personnes, on sait qu'on sait, et on se pardonne, on peut se pardonner de faire un peu la langue de vipère. Mais une fois que tu as passé ces 5 minutes de commérage à critiquer, et que c'est un petit exutoire, là, tu as un peu vidé ton sac. Qu'est-ce que tu as prévu de faire vraiment, toi, pour t'en sortir, pour briser ce cercle vicieux qui, en plus de te saper le moral, parce qu'en fait tu restes dans quelque chose en boucle de dire ah oui mais tu vois c'est toujours pour les mêmes, ah oui mais c'est toujours les mêmes qui ont de la chance, ah oui mais moi je peux pas me permettre parce que j'ai un travail de 8h à 19h et puis quand je rentre j'ai mes enfants et puis du coup si tu restes là-dedans ça va te saper le moral parce que comment veux-tu avoir le moral si en boucle tes pensées sont celles-là et puis ça va alimenter cette grande histoire de la rivalité des femmes contre les femmes. Il n'y a rien qui va en fait, à ce moment-là. Dans cette énergie-là, dans ce chemin que tu empruntes, il n'y a rien qui va. Alors, ici, je vais faire une petite parenthèse encore sur la jante masculine, qui n'a pas toujours conscience, ou parfois un peu quand même, hein, de provoquer ce genre d'affrontement vicieux. Parce que les femmes se battent pour un homme, pour les hommes. Ça flatte sans aucun doute leur ego. Et en fait, c'est normal. Tu vois, je veux dire, n'importe qui, si tu sens que tu es le centre de l'attention et qu'on se bat un petit peu pour toi, qu'on essaye de faire... Bien sûr que ça te valorise. Donc ça, c'est humain. Mais il ne faut pas s'attendre qu'une solution vienne grâce aux hommes. Parce que eux, ils savent que nous sommes puissantes, que nous sommes capables de réaliser énormément de choses, que nous sommes autonomes, fortes, sensibles, et je valide ce que je vais dire, on est, je pense, bien plus aptes à la survie qu'ils ne le sont. Ça, je valide, je le signe. Donc, ils ne vont pas nous donner les cartes. Ils vont pas nous donner les cartes pour qu'on arrête de se taper dessus les unes et sur les autres. Et je dis pas que c'est forcément conscient, mais la réalité, c'est que pendant qu'on est occupé à nos querelles, eux, ils ont le champ libre. Hein. Alors, j'ai pas envie de faire trop de généralité parce que bien sûr que c'est pas tous les hommes, évidemment. Évidemment que c'est pas tous les hommes. Comme c'est pas toutes les femmes qui ne perdent pas une occasion pour mettre un bâton dans les roues de vélo de la copine. Évidemment que non. Mais
cet exemple-là et cette parenthèse sur les hommes, c'était surtout pour te dire qu'en fait, nous, on est suffisamment intelligentes. On est suffisamment intelligentes pour trouver nos propres solutions et sortir de cette espèce de guéguerre féminine par nos propres moyens. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un preux chevalier, tu vois, qui vienne à notre secours. Ça viendra pas d'eux. Ça viendra pas d'eux parce que pendant que nous, on est là-dedans, ben eux, ils se font pas ce genre de crasse. Eux, ils avancent. Ils avancent et puis ils ont intérêt à avancer vite. Parce que lorsqu'on se pose 2 secondes, on voit quand même vraiment assez rapidement que les femmes ont beaucoup plus de ressources, sont beaucoup plus aptes à la résilience, sont beaucoup plus créatives. Encore une fois, pas de généralité. Il y a des hommes qui sont hyper résilients, hyper créatifs. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais la solution, elle vient de nous. Et tant qu'on est occupé à nos petites affaires de bonne femme, tiens, c'est vraiment un truc c'est un truc très patriarcal, ça, ce que je viens de dire. Tant qu'on est occupé à nos petites histoires de bonne femme, ben eux, ils tracent, ils sont sur l'autoroute et puis ils essayent de pas mollir. Parce qu'on va les rattraper le jour où on sera plus là-dedans. Donc, il faut, je pense, qu'on arrive à prendre un petit pas de recul et qu'on se dise qu'on est en train de se desservir, non pas individuellement, on se dessert collectivement. Et en se desservant collectivement, on se dessert individuellement. C'est le serpent qui se mord la queue. J'aimerais aussi évoquer, là maintenant, j'aimerais aussi évoquer un truc parce que du coup, en parlant des hommes, ça me fait penser à une autre chose, c'est que il y a des incohérences systémiques qui, je pense, ont leur part de responsabilité dans cette construction difficile de la sororité. Il y a quand même beaucoup de femmes qui grandissent avec l'idée qu'elles doivent être belles, minces, douces, à l'écoute, discrètes. Et en même temps, ces valeurs-là, elles sont globalement méprisées par la société qui se méfie de ce qui est trop féminin et connoté possiblement fragile. Les qualités masculines sont davantage reconnues. La performance, la rationalité, la compétition, le courage, ça c'est davantage reconnu dans notre société. Et du coup, je pense qu'il y a certaines femmes qui peuvent inconsciemment ou consciemment rejeter ce qui va être perçu comme faible ou émotionnel. Elles le rejettent d'abord chez elles, en se fabriquant une sorte de carapace, tu vois, mais elles vont aussi le rejeter chez les autres femmes. Et donc à nouveau, joyeusement et collectivement, on va dénigrer ce qui nous a été inculqué dans l'enfance. Franchement, c'est hyper paradoxal. C'est vraiment schizophrène comme attitude, je crois. Il y a de quoi devenir hystérique, mesdames. Il y a de quoi devenir hystérique. Vraiment, je trouve que c'est assez fou, en fait. C'est assez fou. Et j'ai déjà entendu, véridique, j'ai déjà entendu des femmes critiquer le côté émotionnel d'autres femmes. Tu vois, de dire « Ah oui, non, mais là, elle pleurniche. Ah oui, non, mais là, elle s'écoute. » J'ai déjà entendu ça. Moi, je trouve qu'on se savonne la planche, mais alors... mais bien comme il faut, bien comme il faut. Je te dis qu'on est doué, mais on est doué dans tous les domaines. Et finalement, bien sûr, ça arrive à tout le monde. Bien sûr qu'un jour, on nous a volé la vedette, entre guillemets. Ou bien sûr que toi, t'as volé la vedette à quelqu'un, que toi, t'as été choisi au profit d'une autre. Que notre réussite, ma réussite, elle a été mise en avant, faisant peut-être de l'ombre à la réussite d'une autre femme. Peut-être que mes performances ont été acclamées, valorisées, mises en avant, et peut-être qu'on n'a pas suffisamment donné d'espace aux performances, à la célébration des performances d'une autre femme. Du coup, on doute. On doute. On se remet en question tout le temps. Et puis, on est blessé dans ce jeu-là. On est blessé dans ce jeu-là de ne pas être choisi, d'être choisi. Tu sais pas si ça tombe sur toi un jour et pas le lendemain. On est blessé là-dedans. Mais si on ne va pas regarder ces blessures-là, elles deviennent des réflexes. On va se protéger, on va se méfier, on va se comparer. Et cette peur qui grandit de désunion et de séparation, elle nous éloigne des autres. Et c'est ce que je disais tout à l'heure.
c'est le collectif qui sert l'individuel et l'individuel qui sert le collectif, parce qu'en fait, en s'éloignant des autres, ben, je me sépare de moi-même. Si je m'éloigne de mes semblables, je m'éloigne de moi-même. Ça, c'est une idée qui est aussi vachement forte. Dans le yoga, j'en parlais dans un épisode précédent, l'idée de faire partie d'un tout, l'idée d'être semblable, d'être les mêmes, d'être pareil. Donc il faut faire attention à ces réflexes-là, qui sont nourris par des blessures. Parce que ça devient ta normalité, ça devient une façon normale de fonctionner. Je te parle encore de moi pendant 2 minutes. Lorsque j'ai débuté le yoga, ça va illustrer ce que je viens de te dire. Lorsque j'ai débuté le yoga, je refusais de me faire remplacer quand j'étais absente. Moi, je préférais reporter mes cours plutôt que de laisser une autre prof assurer mon cours à ma place. Et pourquoi je faisais ça? Mais parce que j'avais peur. J'avais peur que mes élèves la préfèrent, qu'ils nous comparent, et puis au final, qu'ils m'abandonnent. Et ça me rendait toujours triste d'avoir ce genre de réflexe et ce genre de pensée. Et puis j'avais aussi peur que cette prof, peut-être mal intentionnée, alors ça c'est aussi ce qu'on projette, me vole mes élèves, concrètement. Mais au final, j'ai changé. Je sais que j'ai changé. Je l'ai observé que j'avais changé. J'ai pris confiance en moi déjà. Aussi, je pense que le temps a fait son œuvre. Ça fait 10 ans que j'enseigne, donc j'ai moins ce truc de légitimité, tu vois, de problème de légitimité, je l'ai moins. J'ai pris confiance en moi et je travaille surtout, je sélectionne des professeurs en qui j'ai confiance, qui me soutiennent et que je soutiens. Et finalement, aujourd'hui, on se remplace entre nous pour se rendre service et non pas pour se piquer des contrats. Et si, dans le lot, il y a des élèves qui accrochent avec une autre prof, finalement, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, je dirais pas que je suis toujours en paix et hyper à l'aise, et quand des élèves me quittent, moi j'ai toujours ce truc de pincement au cœur, et je continue, même si je sais que ça a souvent rien à voir avec moi, mais je continue d'avoir cette petite pointe, une petite pensée comme ça, là, hyper vicieuse qui se présente et qui dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Je l'ai encore. J'ai pas envie de te mentir, je vais pas te dire que j'ai plus ça, j'ai ça. J'ai ça. Mais ça me pose plus les mêmes problèmes, on va dire. Ça me pose plus les mêmes problèmes qu'avant et ça me fait plus autant souffrir qu'avant. Donc, j'ai changé. Je sais que j'ai changé et je sais aussi que ce qui m'a aidé à changer, c'est d'avoir dans mon entourage des gens que j'ai sélectionnés. Des gens que j'ai sélectionnés, que je soutiens, que je reconnais dans leur qualité d'enseignant, dans leur qualité humaine. Je les ai sélectionnés, ces gens. Je m'entoure de personnes qui sont dans la même vibe que moi et qui vont pas me faire un coup de pute dans le dos dès que je vais avoir le dos tourné. Et voilà, on attire ce qu'on est. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis pas quelqu'un à voler les élèves, à essayer de récupérer des contrats. Pas du tout. Moi, je suis très droite et je pense que je construis autour de moi un environnement professionnel qui respecte les mêmes valeurs. Et donc, je reviens à cette histoire de réflexes, ces réflexes qui sont liés aux blessures. Il faudrait regarder les choses différemment parce que finalement, il faudrait se demander si la réussite de l'autre, est-ce que la réussite de l'autre n'est en fait pas une menace pour moi ? Je peux reconsidérer les choses sous cet angle-là. La réussite de l'autre ne me menace pas. Et quand on arrive à intégrer ça, il y a un basculement intérieur hyper fort qui peut se produire. Il y a un moment précis où on va comprendre quelque chose. Ce qu'elle incarne ne m'enlève rien. Au contraire, ça m'inspire. Ça me montre que c'est possible. Quand on entre dans cette vision-là, il y a tout qui change. Et moi, vraiment, je me suis entourée de gens comme ça. Ce qu'elle incarne, elle, ne m'enlève rien, ça m'inspire. L'énergie que cette personne met à développer son business, à créer des cours, sa plateforme sur Internet, de cours en ligne et tout, ça m'inspire. Et ça ne m'enlève rien. La beauté de l'autre, autre exemple, la beauté de l'autre ne me diminue pas. Peut-être que ça va m'inspirer à me trouver belle aussi. Son succès, le sien, ça ne me rejette pas, ça me montre possiblement un chemin. Sa lumière ne doit pas m'éblouir. Ça peut peut-être m'aider à aller éclairer certaines de mes zones d'ombre.
Et l'inverse est vrai, attention, hein. Positionne-toi. Positionne-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête de te cacher, accepte de briller, de célébrer tes succès. Et ne projette pas ce que l'autre pourrait penser de toi. Oui, mais si je me mets trop en avant, elle va penser que je me moque, elle va penser que je la dénigre. Pas du tout. Tu seras peut-être le déclic pour cette personne. Tu seras peut-être son déclic. Et dans ce changement-là, dans ce regard nouveau, l'autre femme, elle n'est plus en compétition avec toi. Elle devient ton allié. Vous jouez enfin dans la même équipe. Parce que la sororité, ça commence par un choix intérieur. Choisir la sororité, ce n'est pas attendre que les autres femmes soient parfaites, qu'elles soient toujours bienveillantes ou toujours d'accord. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas l'attendre, ça. Mais on peut choisir de ne pas réagir depuis l'espace de la peur. On peut réagir et on peut décider de ne pas se laisser guider aveuglément par des modèles patriarcaux et simplistes. On peut éviter de tomber dans le piège du fameux « Ah bah du coup, si elle possède ça, ça sera donc jamais à moi ». Parce que ce qu'elle dégage m'est enlevé. Et si c'est elle qui l'a, alors ça peut pas être moi. Mais ça c'est faux. L'autre ne te prend rien. L'autre ne me prend rien. Je le dis pour moi aussi, ça me fait du bien. L'autre ne me prend rien. Répète-le si tu veux. L'autre ne me prend rien. On peut choisir de répondre. On peut choisir de s'installer depuis un espace de conscience. Et lorsqu'une pensée de comparaison, compétition, envie, appelle ça comme tu veux, apparaît, on peut se demander, est-ce que c'est pas moi qui suis en train de projeter quelque chose sur elle finalement? Est-ce que je suis pas en train de rejouer un vieux scénario? Est-ce que ce qu'elle est en train d'accomplir, je m'emballe un peu, est-ce que ce qu'elle est en train d'accomplir vient juste mettre en évidence ce que moi j'aimerais faire, mais tu vois, pour l'instant j'y arrive pas, je me lance pas. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça, la base de cette comparaison, de cette envie. C'est peut-être simplement qu'elle s'est lancée sur un sujet qui te passionne, qui t'anime, qui t'attire, mais pour lequel, ouais, c'était peut-être pas encore le moment, tu t'es peut-être pas encore lancé. Mais ça vient te mettre face, ça agit comme un miroir en fait. Ça vient te mettre face à ta procrastination, à des blessures que tu n'as pas encore été regardées, à des choses que tu as peut-être un peu planquées sous le tapis en attendant d'eux, tu vois. Est-ce que je peux regarder cette personne sans me sentir en danger? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que cette femme-là, je peux la regarder sans me sentir en danger? Et puis alors, ça pourrait aller bien plus loin. Est-ce que je peux la célébrer? Est-ce que je peux la mettre en avant? Est-ce que je peux la soutenir? Est-ce que je peux mettre de la lumière sur son business? Parce qu'en fait, peut-être qu'en la faisant progresser elle, en la soutenant elle, peut-être que ça va me permettre à moi aussi d'avoir ces fameux déclics et d'enclencher des projets, des choses. Parce que cette entraide-là, elle va changer profondément la compréhension qu'on a entre femmes. Et plus on se sent comprise, plus on se sent aidé, plus on se sent en sécurité dans sa propre vie. Moins de comparaison, moins de peur. Et finalement, on accorde un petit peu plus de place, oui, à d'autres choses, la créativité, la force. On accepte de se montrer un peu vulnérable parce que dans la sororité, il y a un espace. Il y a un espace où on peut baisser les armes. Il y a un espace où on peut être soi-même. On peut respirer, on peut laisser tomber le masque. Et on ne se sent pas en danger par l'autre. On ne se sent pas mis en danger par l'autre. Ça, c'est assez précieux. Hein. Et ça peut être guérisseur, je pense. Hein. Ça peut être guérisseur. Et c'est en train d'évoluer. Hein. C'est en train d'évoluer parce que dans le développement perso, dans le féminisme, il y a beaucoup de choses qui existent, hein, les cercles de femmes, les approches de soins holistiques, dans le yoga, bien sûr, dans le yoga ou dans la spiritualité. Il y a beaucoup de cercles comme ça, il y a beaucoup de sphères qui contribuent à restaurer la sororité aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui prennent conscience de ces conditionnements et qui choisissent de les transformer
en se soutenant, en célébrant le succès des autres, en parlant vrai, en osant la vulnérabilité. Je pense aussi que le fait de se sentir souvent menacé, souvent la proie par rapport au prédateur qui est l'homme, je pense que ça crée un réseau d'entraide. Mais ça crée un réseau d'entraide qui démarre de la peine, de la tristesse, de la souffrance, de la honte. Il faudrait que ce réseau d'entraide, il soit là aussi lorsque tout va bien, lorsque les femmes sont puissantes, lorsque les femmes ont de l'argent, lorsque les femmes sont créatives. Ça devrait aussi naître dans ce champ qui est un champ très positif. On n'est pas là uniquement pour se soutenir lorsque l'une de nous tombe sous les coups de quelque chose ou de quelqu'un. On devrait pouvoir se soutenir aussi quand tout est OK. Quand il y en a une qui réussit, parce qu'une qui réussit, c'est le groupe qui réussit, c'est ça l'équipe, c'est ça la notion d'équipe. C'est un concept en reconstruction, hein, parce que ça parle d'apprendre à faire confiance, ça parle de créer des liens, ça parle de déconstruire des réflexes, de jugement, ça parle de déconstruire la rivalité, la comparaison, mais c'est vrai que ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande de mettre beaucoup de conscience. Et c'est vrai qu'il y a aussi un manque de modèles, parce que les espaces où les femmes coopèrent, sans compétition, c'est encore trop rare ou c'est trop peu visible. Les femmes, elles coopèrent, elles se rassemblent lorsque l'une d'entre elles est battue, tuée, violée. Voilà, les femmes, elles se rassemblent pour l'instant dans des moments qui sont des moments de souffrance ultime, qui sont des moments horribles. Et en fait, ces cercles-là, ces espaces-là, où les femmes peuvent se rassembler, mais pas en prenant racine dans la souffrance et dans la peine, mais en prenant racine dans le succès et dans l'empouvoirment, il faut les créer. Il va falloir les créer. Sans doute, il faut le créer soi-même. Il faut le créer soi-même déjà peut-être au départ dans un espèce de petit cercle amical, puis en élargissant à la sphère privée, mais connaissances privées ou connaissances professionnelles. On peut aussi rejoindre des groupes de femmes, des chefs d'entreprise, ou voilà, je sais pas. Et on peut montrer l'exemple. On peut être l'énergie que l'on veut attirer. En conclusion de cet épisode, il y aurait beaucoup à dire. Avant de passer à la conclusion, il y aurait beaucoup à dire. Et je sens que j'aurais envie de dire plus de choses. Il y a encore des choses qui sont trop fraîches pour moi et pas suffisamment digérées, tu vois, infusées pour que je puisse en parler. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Moi, je le sens vraiment dans ma vie depuis 2 ans. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc finalement, en conclusion, il va falloir conclure quand même malgré tout cet épisode. Je pourrais te demander de te questionner sur ton rapport aux autres femmes, celles qui font partie de ton cercle ou de manière un petit peu plus générale. Mais je crois que effectivement dans cet épisode, il y a déjà pas mal de bases et il y a déjà des éléments qui vont t'inviter à évaluer ton propre positionnement. Se souvenir que tu n'es pas en danger face à une autre femme. Parce qu'une autre femme ne sera jamais ton prédateur. C'est pas elle ton prédateur. Alors oui, tu peux poser sur elle un regard curieux, doux, confiant si tu sens que vous êtes très différentes. Ça ne deviendra peut-être pas ta meilleure amie. Mais en fait, elle ne te prend rien, cette femme-là. Elle est comme toi. Elle est comme moi, elle essaye de s'en sortir avec ses propres petits problèmes, ses propres petits démons, et elle fait de son mieux. Et plus tu seras consciente de ça, plus je serai consciente de ça, et plus on va se sentir forte et puissante. Et on inspirera d'autres femmes à se comporter de la même manière. Et finalement, toutes ces femmes qui s'inspirent les unes les autres seront encore plus solidaires et encore plus puissantes. C'est comme ça qu'on inverse un schéma. C'est comme ça qu'on sort d'une spirale négative. Et qu'on enclenche une sorte de petite révolution consciente. C'est en étant l'exemple, en donnant l'exemple. Est-ce que ça te parle, ça ?
J'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle parce que moi, ça m'a animée de te raconter tout ça. Je sentais que c'était important pour moi et je pense que c'est pas l'unique fois où on parlera de ça. Je pense que c'est pas l'unique fois parce que je crois il y a beaucoup de choses à prendre dans ce sujet de la sororité et il y a énormément de steps d'évolution qui peuvent se faire à partir de là. Donc dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, dis-moi comment toi ça se ressent, ça s'expérimente la sororité pour toi à ton niveau. Et puis je te retrouve très vite dans tous les cas, dans un autre épisode avec une autre thématique. Je te souhaite une très belle fin de journée, je te remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le Flow Conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.